Les gens sont là pas pour t'apporter de l'information, mais pour t'apporter un rêve et un espèce de fantasme pour que tu te dises je vais acheter ces formations. Mais ils sont pas là pour t'apprendre des trucs, ils sont là pour te donner envie. C'est ça aussi que je reproche un peu à YouTube. Avant c'était une plateforme de partage, maintenant c'est devenu une plateforme pour faire du business. Est-ce que c'est parce que j'ai vu des mecs sur internet qui disent que c'est un truc qui va rapporter de l'argent, ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie? Je me réfugiais en tout ce qui était vidéo, vraiment de vue dev perso, je regardais que ça. C'est pas pour autant que j'étais productif. Quand t'as pas de résultat et qu'en plus tu dois t'exploser comme ça, c'était tellement dur pour moi de me passer à l'action que je préférais penser et écrire des stratégies pour finalement me justifier en mode non, c'est pas ça que je dois faire, je dois trouver un autre business. Ça se fout de ma gueule quand je vais dire que je vais vendre des bougies pour que les gens se concentrent, tu vois. C'est pas que j'ai honte, mais c'est j'ai peur du jugement des autres. À force de chercher comment battre la procrastination, même si tu l'es pas vraiment, tu commences à te dire ok, je le suis. Des fois, le plus compliqué, c'est d'être devant une page blanche et de savoir rien faire. Et il y a un truc qui marche de fou, c'est déjà de fou des études en fait. Les gens qui disent oui, il faut avoir un master pour mieux se vendre sur le marché du travail, ça me saoule tellement. Pour mon taf où je suis actuellement, je suis passé devant des masters parce que pour le coup, ça me met un peu une claque. Du coup, Valentin, je vais te demander de te présenter d'abord rapidement pour l'audience. Yes, du coup, Valentin, j'ai 20 ans, je viens de les avoir là. Je suis étudiant un peu à moitié entre le monde du travail et l'étude, donc parce que je suis en alternance, je fais de la pub vraiment centrée publicité dans le sens créatif. Je suis dans une agence à Paris. Moi, je me dirigerais plus vers le marketing, données, tout ça, mais pour l'instant, je suis là-dedans, et je kiffe et j'apprends les trucs. Je fais donc on parlait de dev perso, donc j'ai 20 ans, ça fait je dirais au moins 6 ans que je suis dans le dev perso et compagnie, dans le milieu du business en ligne et tout ça, même si je n'en vis pas actuellement et que c'est un but à terme, j'ai longtemps repoussé, et c'est aussi pour ça que je suis dans le dev perso et que ça m'a intéressé. Et du coup, je suis avec toi pour parler du fait que de l'effet contre du mauvais effet que ça peut avoir tout ce que le dev perso, quoi. Ah, c'est ça, je vais reprendre la phrase que tu avais dit, je l'avais notée. Tu disais que justement ça faisait 4 ans que tu bouffais du dev perso à tout va et que ça t'apportait plus rien et que c'était même genre le contraire. Yes, ouais. Et du coup, voilà, ça avait vraiment piqué ma curiosité et j'aimerais bien du coup entendre qu'est-ce que tu voulais dire par là et voilà, que tu me fasses un petit peu ton parcours avec le dev perso, comment t'as découvert ça et tout ce que ça t'a apporté ou pas du coup et voilà. Ok, donc en fait ça m'a apporté beaucoup, mais pour t'expliquer en fait quand j'étais au collège, j'étais vachement dans tout ce qui était internet et tout, j'étais vraiment le geek et donc moi je voulais apprendre à faire de la vidéo et puis je me suis rendu compte qu'avoir du matériel ça coûtait cher, donc je voulais gagner de la thune avec. Je m'étais dit tu sais quoi, tu vas te former et tu vas faire une entreprise et tout. Donc j'ai acheté une formation, je me rappelle, pour apprendre Cinema 4D, c'est un logiciel de 3D pour gagner de l'argent avec. Et je me suis rendu compte que quand je l'ai acheté, la formation faisait genre 20 heures. Et moi, j'étais habitué à regarder des vidéos YouTube, ça existait pas TikTok, mais je jouais à Minecraft et tout, donc j'étais vraiment pas productif et tout. Et je me suis rendu compte que j'avais abandonné ma formation et du coup, je me suis dit, putain, c'est chiant, j'arrive pas à bosser, il faut que je m'intéresse à comment bosser, comment réussir, comment tout ça. Donc je tombe dans le dev perso, je me rentre dans le dev perso, tout ce qui est business aussi en ligne parce que je commençais à m'intéresser au marketing et tout. Et donc c'était pour devenir disons indépendant, mais surtout gagner de mon argent sur internet, quoi. Et ce que j'avais un frein, c'était que j'étais pas majeur pour gagner de l'argent, c'était compliqué. Donc j'ai passé quelques années, je dirais longtemps, à juste me dire je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça. Mais je construisais pas grand chose dans le sens où là où j'aurais peut-être pas pu gagner de l'argent, j'aurais pu quand même développer des compétences que j'ai développées, mais pas autant j'aurais pu. Bon, après c'est pas grave, j'ai aussi profité de ma jeunesse et puis je suis encore dedans. Donc je te rejoins sur ça, j'ai fait je dirais la même erreur. En fait, j'avais cette croyance justement que je pouvais pas gagner de l'argent vraiment, faire quelque chose à grande échelle tant que oups. Yes. Petit accident. Ouais. Ça, t'es de retour. Bon. Yes. Vas-y, pas grave, t'inquiète. Désolé. Non, pas de souci. Écoute. Du coup, je te disais, pareil, je pensais que je devais être majeur, tu vois, justement pour créer une société, commencer à faire une entreprise ou même gagner du vrai argent. Mais en vrai, il y a plein de gens qui ont trouvé des solutions, tu vois, justement par l'intermédiaire de gens de leur famille, etc., pour contourner ce problème. Et même, je sais pas si tu vois, en ce moment, j'ai l'impression que c'est un peu la mode, mais tu vois des mecs de 15 ans qui gagnent 1 million par mois, 500 000 par mois. Et en vrai, je pense qu'on est les derniers un petit peu, tu vois, à avoir eu genre cette barrière mentale de se dire que vas-y, on pouvait pas gagner de l'argent tant qu'on n'avait pas la majorité, etc. Surtout que je sais pas dans quel
type de famille tu as vécu, mais enfin moi mes parents ils m'ont toujours soutenu, n'empêche que ça je leur en ai jamais parlé parce que je voulais pas être le gosse cliché qui voulait devenir milliardaire et tout. Genre en fait j'avais peut-être un peu honte de leur dire que j'allais faire ça, tu vois, donc je leur en parlais pas. Donc je le faisais dans mon coin et forcément c'est à partir de 16 ans que tu peux avoir une entreprise sans forcément en étant mineur. Mais fallait que t'en parles à tes parents, moi je pouvais pas, même si je pense qu'ils auraient suivi et tout, ça avait pas de souci. Juste en fait j'avais un peu honte et je sais pas comment l'expliquer toujours, hein, mais juste j'avais peur du jugement, tu vois, de me dire putain si ça marche pas aussi, je passe pourquoi quoi. Et donc je suis mon développement et tout, et puis du coup un jour je tombe sur une vidéo d'un mec qui s'appelle Noah Vincent qui fait du SMMA, donc il avait monté une agence de marketing et tout. Et il était tombé sur il parlait d'un truc qui s'appelle le digital detox. Et donc moi il y avait TikTok qui était arrivé entre-temps, j'étais à fond sur YouTube et tout, je regardais plein de trucs, mais je me rendais compte que ça me bouffait mon énergie mentale et tout, et du coup fallait que je fasse quelque chose. Et cette digital detox c'est venu un peu en sauveuse, en mode si t'arrives à te défaire de cette addiction ou ce réflexe, du coup tu peux faire d'autres choses. Et donc moi je voulais monter mon agence SMMA aussi, j'avais 16 ou 17 ans, et du coup j'ai pu faire cette digital detox qui a un peu marché, du moins sur le moment. Et en fait j'ai réussi à m'intéresser à tout ce qui était dépendance aux écrans, comment ces applications étaient conçues pour qu'on passe le maximum de temps dessus, et tout l'aspect économique qu'il y avait derrière, et ça j'ai compris. Et du coup j'ai pu me dire qu'enfin ça allait être possible de gagner mon argent comme ça. Toujours est-il que je n'ai pas persévéré, il y avait des blocages et tout, je me disais je vais attendre d'avoir 18 ans, je commençais à avoir mon bac, et du coup fallait que j'aille en études parce que je gagnais toujours pas mon argent avec, et donc fallait que je fasse quelque chose pour mes parents quoi. Il y a un bruit, je sais pas si non, c'est pas une boue. Du coup, est-ce que tu l'as vraiment faite l'agence, ou juste tu y pensais et t'étais pas J'y pensais, j'étais à fond, je me formais et tout, j'étais déjà en train de chercher des clients, mais juste j'avais tout, j'avais les prospects, j'avais les messages que je leur envoyais et tout. Juste j'avais pas d'argent, j'avais pas de compte en banque pour mettre sur une boîte mail pro, donc je pensais qu'il fallait que j'ai une boîte mail pro, un site et tout. Et donc je me suis dit tu sais quoi, l'année prochaine tu pars à faire tes études, donc j'étais plus chez mes parents, j'étais libre de mon temps, je pouvais parler tout seul devant un écran, il y avait pas de problème, tout ça. C'est des blocages que j'avais dans la tête, je pense, hein, parce que sinon personne m'aurait jugé, mais c'est vraiment des blocages que j'avais. Et du coup j'arrive dans mon appart, je suis tout seul, commence mes études en marketing, en pub, donc c'est quand même des études classiques, mais c'est quand même c'est motivant, c'est inspirant, et c'est pas quelque chose de classique quoi. Je sais pas, une fac de lettres ou un truc où vraiment, à la fin ils te disent quand même qu'il faut un métier, mais t'as une dynamique un peu plus marketing que j'aimais beaucoup, et où j'ai appris énormément de choses. Mais du coup je suis arrivé dans mon appart, dès que j'ai eu 18 ans, vraiment j'ai pas attendu, j'ai fait mon auto-entreprise. Et dès que j'avais ça, je suis parti prospecter. Donc je me rappelle, j'étais à Bordeaux et je m'étais dit ma niche ça va être les agences immobilières, parce que c'est le truc classique à l'époque. Et du coup au début je les appelais en cold calling. Je me suis rendu compte que ça correspondait pas du tout avec ce que je suis. Je ne sais pas, j'arrive pas à faire, et même si je me forçais c'était juste déprimant. Et je me suis dit plus simple, je vais aller les voir en vrai. J'ai fait une agence. En plus j'avais mes cours à côté, donc c'était compliqué de trouver des moments pour y aller sur les horaires de bureau. J'avais une agence et je suis allé les voir, ça s'était plutôt moyennement passé parce que le mec était sympa, mais juste il voulait pas quoi. Et donc là je me suis un peu renfermé en mode comment je vais faire, qu'est-ce que je vais réussir. Et à chaque fois que je prenais un échec, au lieu d'essayer de me dire bon c'est pas grave, t'as appris et tout, je me réfugiais entre guillemets dans tout ce qui était vidéo, YouTube et tout. Mais ce que je consommais à l'époque, du coup, c'était du dev perso, c'était vraiment du dev perso. Je regardais que ça, c'était quelque chose qui tournait dans ma tête. C'est pas pour autant que j'étais productif, quoi. C'était un peu, ça me détournait de mon objectif principal. Et donc j'achetais des livres pour contre la procrastination. Mais c'est marrant parce que je procrastinais à travers ces livres, et je culpabilisais de pas bosser comme j'aurais pu et tout. Et c'est vraiment là-dedans que j'ai passé au moins un an, parce qu'en plus c'était un an où j'ai quand même mis pas mal de choses en place. Je me rappelle, c'était un défi juste pendant au moins 3-4 mois. J'avais cours à 9h. Je me réveillais à 5h, je bossais 2 heures sur mon agence. Donc après j'allais au sport, je passais 1h30 à la salle. Puis après j'allais en cours et tout, j'étais crevé le soir, et c'était vraiment un rythme
que je pensais qu'ils étaient bons parce que tout ce qu'on voit sur le développement personnel, c'est ouais, lève-toi à 5 heures et tout. Je le faisais et je me rendais compte que ça m'apportait pas grand-chose à part être fatigué. Donc j'ai arrêté. Donc après, je me suis mis un peu à sortir avec mes potes sans forcément être un gros sorteur. Juste je sortais. Puis après, je culpabilisais d'être sorti. Donc je me disais, je vais travailler, sauf que j'y arrivais pas. Donc je regardais des contenus dev perso. Donc c'était un peu une boucle infernale où je faisais rien. Et les seules choses où j'arrivais à bosser, c'était pour mes cours parce que il y avait une deadline, il y avait quelque chose et j'apportais quand même. C'était pas que un cours où je rendais un devoir, c'était il fallait qu'on fasse des vidéos, on faisait des recommandations publicitaires, donc on faisait de la pub quoi. Et c'était vraiment cool. Il y avait une dynamique d'être curieux, d'apprendre et et finalement je faisais quand même pas mal de choses, mais c'était pas des choses qui me rapportaient de l'argent. Et donc je m'étais dit je fais rien, je suis culpabilisé, j'arrive pas, je suis une merde, j'arrive pas à bosser, t'as pas regardé assez de dev perso et tout. Ouais. Donc ensuite j'ai trouvé des stages, j'ai commencé je suis arrivé sur Paris il y a 6 mois où je suis arrivé dans une grande boîte. Enfin bref, je sais pas si c'est très intéressant à en parler maintenant, mais du coup je me suis rendu compte que j'avais quand même fait des choses sans forcément que ça me rapporte de l'argent et que comme j'avais pas réussi mon objectif que je voulais, je me suis dit je fais rien, j'arrive à rien alors que j'arrive à faire pas mal de choses, juste c'était pas ce que je pense. Je le voyais pas. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit OK, alors attends, t'étais persuadé de rien faire, tu regardais des vidéos sur YouTube qui te disaient qu'il fallait que tu sois plus discipliné, qui te disaient qu'il fallait que tu apprennes telle compétence, que tu apprennes à méditer, que en même temps tu prennes des douches froides, que machin. Et en plus, moi je suis très curieux, donc dès que je voyais un mec sur internet qui me disait ouais faut apprendre à coder, vite fallait que j'apprenne à coder. Ou ouais faut apprendre à, je sais pas, fais du dropshipping. Ok, je vais faire du dropshipping. Mais du coup, j'étais un peu une girouette où j'étais jamais consistant et je me suis rendu compte en vrai c'était que quand j'allais sur YouTube, c'est surtout YouTube qui me posait problème parce que les autres j'y allais plus trop, mais surtout YouTube où quand j'allais dessus des fois j'apprenais des trucs, mais souvent en fait ça me faisait juste dériver de mon objectif principal et du coup j'y arrivais pas et c'était un cercle vicieux parce que je culpabilisais quoi. Donc c'est vraiment je dirais pas que c'est la faute à YouTube, c'est ma consommation de YouTube qui faisait que je regardais du divertissement à moi, c'était tout ce qui était business, moi c'était mon divertissement et ça me faisait me détourner de mon objectif dans le sens où j'allais fallait que j'apprenne un autre truc, fallait que je tente un nouveau business et du coup j'ai jamais été consistant. Et récemment ce que je me suis rendu compte c'est que ça m'apportait pas autant que je pensais et que je me suis rendu compte que quand je pensais à rien ou quand je regardais pas ce genre de contenu, juste j'étais focus, même si j'avais pas d'objectif, j'avais plus trop d'objectifs du coup business. Et donc quand je regardais pas ce genre de contenu, j'étais consistant sur une chose. Et récemment en fait du coup j'ai arrêté YouTube, au TikTok j'avais jamais trop accroché, Insta et tout. Même tout ce qui était podcast où il y avait des mecs qui racontaient leur histoire. Pour moi si j'avais pas le même passé le même chemin que ces gens-là, je pouvais pas réussir. Mais du coup en fait j'ai eu plusieurs réflexions, le fait d'arrêter tout ce qui était vidéo et contenu des perso, et en plus de me dire à partir de maintenant tu vas créer ton propre chemin et tu vas créer ton parcours à toi qui sera le tien et qui va me correspondre et je vais arrêter de me dire ok faut que je fasse ça si je veux faire comme lui, ou vraiment que j'ai un objectif qui est le mien, qui est pas celui d'un autre, et tu vas faire ça. Et donc en fait je me suis rendu compte qu'en arrêtant tout ça, il y a plein de questions que j'avais, de culpabilité qui avaient disparu en fait, et donc j'ai pu me concentrer sur ce qui me plaisait vraiment. Au passage, j'ai découvert la méthode de Deep Work qui en fait, c'est juste travailler et se concentrer sur une seule chose à la fois et couper sa distraction. Ça paraît bête, mais en fait, quand tu le fais vraiment, tu te rends compte que tu peux être tellement productif et tellement faire des choses que ça m'a fait un effet un peu waouh, où je me suis dit ok, je suis capable de faire des choses, je suis capable si je bosse et tout, je suis capable de travailler en fait. Si j'arrive à couper plein de choses, je suis arrivé à avoir une certaine clarté mentale, je suis capable de faire des choses. Et mon projet du coup tourne autour de ça. Je sais pas si tu veux qu'on en parle plus tard. Mais c'est comme ça que c'est quoi ton projet du coup? C'est pas encore sorti, ça devrait sortir bientôt, c'est juste une histoire de logistique où en fait je me suis rendu compte du coup que les deep work c'était vraiment quelque chose qui était important à intégrer si on voulait produire des choses et avoir un impact et être un peu actif dans ses objectifs pardon. Et donc je m'intéresse pas mal à tout ce qui est neurosciences, à tout ce qui est sciences comportementales, et je me suis rendu compte que pendant un moment, je faisais des vidéos j'avais des clients en vidéo, et tous les soirs je rentrais des cours, je bossais et je buvais et j'allumais une bougie.
sans forcément le faire naturellement. Je buvais du thé et j'allumais une bougie. Et en fait, à force, quand j'allumais cette bougie, bah, c'était plus simple pour moi de me concentrer. Je me suis dit, mais attends, il y a un truc à faire. Je vais faire une bougie qui va permettre aux gens de se mettre dans une bulle de concentration et d'accéder plus ou moins plus facilement à créer l'habitude de rentrer dans un deep work. Et donc, bah, ça s'appelle Focus Ritual. Et en fait, c'est des bougies de quelques minutes, donc, enfin, quelques minutes, entre 30 minutes et 1 heure, en fonction de, enfin, ça brûle pas toujours de la même façon, et qui, avec une odeur spéciale qui, en fait, tu les allumes à chaque fois que tu bosses. Et à force, c'est plus facile bah, par tout ce qui est plasticité neuronale, je sais pas si tu connais, où en fait, t'entraînes ton cerveau juste à créer des connexions pour associer l'odeur de la bougie, qui en plus avec des huiles essentielles aide à se concentrer. Et quand tu associes l'odeur de la bougie et le travail, bah finalement la connexion se fait plus facilement. Et ultérieurement, quand je sais pas, t'as besoin de te concentrer mais que t'y arrives pas vraiment, t'allumes la bougie, ça sera plus facile pour ton cerveau de se mettre dans un état de concentration. Et donc c'est comme un rituel que tu fais à chaque fois que tu travailles. Et ça sortira bientôt. En fait, je me suis dit, je vais pas faire un truc en dropshipping chiant et tout. Je vais vraiment faire un produit que pas qui va me ressembler, mais où je mets du mien, quoi. Donc j'ai c'est une petite bougie que j'ai designée moi-même, qui sera moulée grâce à des trucs d'impression 3D, des moules que je vais faire moi-même, avec une odeur que j'ai créée moi-même, avec un beau packaging, avec vraiment un service qui déchire et qui apporte quelque chose. Le produit, c'est pas miracle, c'est pas de la magie, ça, c'est du travail, c'est un entraînement, c'est un rituel qu'il faut ancrer, mais ça aide et c'est aussi un espèce d'investissement parce que quand tu te dis, je vais allumer la bougie, je fais que ça et quand elle est éteinte, bah, je peux arrêter ou juste je reste dans ma concentration. Mais du coup, c'est vraiment créer un instant spécial et mettre de la valeur dans cet instant pour travailler, quoi. Et puis, quand tu travailles pas, tu peux faire d'autres choses. Et quand tu travailles, t'es que là-dedans. Tu coupes tes notifications. Tu mets un casque pour pas entendre les gens autour. Tu te fais pas déranger. Juste, tu bosses et t'es tellement plus productif comme ça. C'est impressionnant, quoi. Ok, bah, ouais, c'est intéressant. Mais quand même, du coup, en t'écoutant, c'est que je remarque quelque chose. C'est que pourtant, tu vois, genre, un des conseils, enfin, les deux conseils, j'ai l'impression, en tout cas, des conseils principaux, tu vois, dans toute cette sphère dev perso, c'est passe à l'action et sois consistant. C'est carrément ça, ouais. Non, mais c'est... Après, je dis pas que c'est facile, tu vois, je pense que justement, si c'est autant répété, c'est parce que on doit lutter par rapport à ça et qu'en vrai, c'est compliqué pour tout le monde. Mais voilà, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Est-ce que genre c'est juste que t'es passé à côté, on va dire, ou t'avais du mal à vraiment le comprendre, ou comment t'expliques que même en te la butant de ce genre de contenu, tu vois, ces trucs fondamentaux, t'as pas réussi genre vraiment à les imprégner? Je pense que le divertissement apporte plus de plaisir, donc on pourra dire dopamine, on pourra dire ce qu'on veut, ça n'a rien de scientifique, mais juste ça apporte plus de plaisir que simplement voir les résultats du passage à l'action. Et quand t'as pas de résultats et qu'en plus, enfin comme moi, j'avais peur du jugement des autres et quand tu dois t'exposer comme ça, c'était tellement dur pour moi de me passer à l'action que je préférais penser et écrire des stratégies pour passer à l'action et finalement me dire ouais, me justifier en mode non, c'est pas ça que je dois faire, je dois trouver un autre business. Et du coup, en fait, ça me détournait de mon objectif, quoi. Et donc je passais à l'action un tout petit peu et j'avais une autre idée, il fallait que ça parte autre part et donc je dirais pas que c'est à cause de YouTube que je changeais d'idée, enfin c'est moi le responsable, il y a pas de, je rejette pas la faute, juste en fait me rendre compte de pas aller sur YouTube et de pas voir d'autres gens qui font des trucs comme ça m'a permis de simplement ne pas y penser en fait. C'est des gens qui par exemple typiquement j'ai du mal à m'arrêter de grignoter, bah juste pour pas que je grignote, bah faut qu'il y ait rien à grignoter, quoi. Donc c'est un peu comme ça, c'est plutôt que d'essayer de lutter contre le problème, bah qu'il y ait plus de façon d'accéder au problème, bah juste en fait tu n'as pas à lutter, quoi. Ok. Mais donc non, je pense pas être passé à côté du message passer à l'action, mais une fois que je suis passé à l'action, en fait, je me suis rendu compte à quel point ce message était important et à quel point je l'avais pas compris à sa juste valeur, quoi. Je pense que si, ouais, c'est sûr que souvent aussi, l'erreur qu'on est beaucoup à faire, c'est qu'on pense surtout en termes de business model, alors que c'est avant tout en vrai un niveau de compétence. Tu vois, trouver des clients, peu importe le business, ça reste à peu près la même chose. Soit tu fais des pubs, soit tu vas faire du contenu organique, ou soit justement tu vas aller prospecter directement par message, etc., ou par appel. Et en vrai, bah ça, c'est un skill qui se développe. Et
voilà, qui se fait pas seulement par la théorie, parce que justement tu dois trouver ton ton, tu dois expérimenter, etc. pour t'améliorer par les itérations. Et c'est vrai que souvent, bah, t'es vraiment pas le seul que je connais dans ce pattern, et j'avoue que moi aussi j'ai fait souvent la même chose. C'est que voilà, on teste le business model, on n'y arrive pas, et tu vois, on remet en cause le business model en se disant qu'il y a trop de compétition, etc. et tout, alors que avant tout, c'est surtout en vrai un problème de compétence, et c'est juste qu'on est impatient en fait. On est impatient de, tu vois, justement de prendre bah, tous les sentiments négatifs qui viennent de voilà, de pas réussir, d'envoyer des messages mais que les gens refusent. Alors qu'en vrai, c'est inévitable, et tu vois, même pour n'importe quel grand business, ils ont une majorité de gens qui refusent pour une très faible minorité de gens, tu vois, qui souscrivent ou qui choisissent leurs produits, achètent leurs services, etc. Ce qui est intéressant, c'est dans le, tu sais, dans le post du coup que j'ai fait sur le groupe, il y a un gars qui s'appelle Anthony, je crois, je veux pas te dire de bêtises, qui a mis un message. Je me suis dit, ce mec se prend pas pour de la merde. Et son message, j'ai regardé. En fait, il a dit quelque chose qui était très juste, je trouve. Donc déjà, il a dit deux choses. Il a dit que ce qui était important, c'était de passer à l'action. Mais en fait, ça veut pas dire grand-chose. Il a dit, voilà, la prochaine étape que la prochaine tâche que t'as à faire, il faut la faire de suite. Et ça m'a, quand c'est arrivé sur le moment, je me suis dit, ok, c'est pas con. Même si ça paraît logique, mais en fait, sur le moment, ça m'a fait un déclic. Ok, j'ai juste en fait à faire la prochaine étape. Il y a pas de, et au passage, il a dit aussi que les gens pensent, donc moi aussi, qu'il nous manque de la connaissance sur un sujet pour passer à l'action. Et en fait, par erreur, on pense que pour accéder à cette connaissance, il faut aller regarder du contenu et se former, alors qu'en fait, je pense que cette connaissance qui nous manque, on doit l'acquérir par le passage à l'action et les échecs qu'on peut en tirer, et donc l'apprentissage qu'on va en tirer. Et ce manque de compétences ne doit pas passer par de la formation passive, mais plus de la formation active où on teste et on apprend. En vrai, j'ai beaucoup changé de pensée par rapport à ça, de philosophie, on va dire. Mais je pense quand même que, tu vois, t'as besoin un petit peu des deux, parce que c'est vraiment désagréable, tu vois, de se lancer complètement à l'inconnu. Et par exemple, si aujourd'hui je te dis, voilà, tu vas faire un compte TikTok et tu vas en faire tous les jours comme ça, c'est vrai que c'est bien, mais en même temps, tu vois, c'est tellement désagréable de faire quelque chose que tu sais qui est minable, que en fait tu vas pas renforcer l'action, et du coup ça va te démotiver, et tu risques d'arrêter plus facilement. Donc voilà, je crois qu'en vrai, tu vois, la meilleure des choses pour apprendre, c'est vraiment t'essayes, et ensuite là tu vois où ça bloque et tu te renseignes uniquement exactement le point de blocage, pour ensuite, voilà, tu vois, là tu fais ton TikTok et ensuite t'en referas un autre où là t'amélioreras juste un nouveau point, etc. Mais ouais, c'est vrai que le problème, c'est que voilà, les réseaux sociaux, c'est tellement puissant, les algorithmes YouTube, que tu sais que tu dois aller faire ton outreach qui va être difficile. Enfin, tu sais que tu vas devoir contacter et te prendre des vents. Et là, en fait, tu vois justement une vidéo bien packagée avec une belle miniature où tu vas apprendre un truc. Et en vrai, tu te dis que du coup, tu vas la regarder parce que forcément, tu vas en tirer quelque chose de positif qui va te rapprocher de ça. Du coup, en vrai, je vois totalement par où t'es passé. Mais j'ai oublié la question que je voulais te poser. Je suis perdu. On disait quoi? On disait que passer à l'action, ça apprend plus que de se former. Ok, ouais. Et du coup, voilà, je pense qu'en vrai, il faut quand même alterner les deux, mais vraiment se poser la question de savoir si c'est vraiment quelque chose qui nous bloque dans notre passage à l'action, quoi. Ouais. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert à travers, assez récemment quand même dans mon business, c'est qu'en fait, mon business, ça marche toujours pas, donc je sais pas si on peut appeler ça un business, mais en fait, c'est que du coup, je vais plus sur YouTube à part certaines fois où en fait, j'attends pas que YouTube me recommande des choses. C'est moi, quand j'ai un problème, par exemple, typiquement, j'avais besoin tu sais, j'ai une imprimante 3D du coup pour modéliser et faire les moules. En fait, si je sais pas comment elle marche, faut bien que j'aille chercher. Et YouTube, pour ça, c'est génial. Du coup, au lieu d'attendre que ce soit YouTube qui me recommande des choses, c'est moi qui vais voir YouTube qui tape comment, je sais pas, réparer ça ou faire ci. Et donc, j'apprends. Et comme j'ai installé un truc sur mon ordi, ça paraît bête, hein, mais c'est un truc qui s'appelle Unhook, c'est une extension qui permet de bloquer tout ce qui est recommandations. T'as juste un fil de subscription et puis tu peux chercher manuellement, quoi. Et en fait, ça permet d'effacer de ta vision toutes les vidéos, en fait, c'est du marketing. Je suis dedans depuis un moment, je le comprends. La chose, c'est qu'en fait, les gens sont là pas pour t'apporter de l'information, mais pour t'apporter un rêve et un espèce de fantasme pour que tu te dises, je vais acheter ces formations. Mais ils sont pas là pour t'apprendre des trucs, ils sont là pour te donner envie. Et c'est là la différence entre le contenu éducatif et le contenu aspirationnel
et de vente, quoi. Ouais. Et donc toutes les formes, enfin les gens qui disent oui, en fait ils sont là pour donner envie d'acheter leurs produits plus que pour apprendre des choses. Tous les youtubeurs qui sont, c'est pour ça que c'est ça aussi que je reproche un peu à YouTube, c'est que c'est devenu, avant c'était une plateforme de partage, maintenant c'est devenu une plateforme pour faire du business. Et il y a pas de problème avec ça, c'est juste que du coup tu trouves moins les formations, enfin les contenus éducatifs. Tu vas plus trouver des contenus de gens qui vont juste vouloir te donner envie de travailler, enfin d'acheter leurs produits, quoi. Et c'est normal, c'est juste faut réussir à faire cette différence et soi-même être acteur de trouver Je ce qu'il pense faut, pas quoi. qu'aussi c'est difficile justement pour les créateurs parce que bah sur YouTube il existe aussi plein de contenus éducatifs et on va dire qui justement s'interdit d'utiliser les biais psychologiques qui Mhm. font plus vente. Mais justement, ces contenus-là, tu vois, c'est les contenus qui vont faire beaucoup moins de Et ouais, c'est vues ça le et problème. qui vont beaucoup Mhm. moins vendre. C'est Alors que clair. eux, à la base, justement, ils prennent de leur temps pour faire le contenu, Mhm. quoi. Ah mais c'est clair, c'est je pense que c'est aussi une question de dosage. Peut-être que c'est important d'apporter du concret et de l'éducation, mais enfin les gens, il faut aussi qu'ils mangent, il faut aussi qu'ils vivent, quoi. Donc c'est normal de vendre des formations, et je suis le premier à utiliser les biais psychologiques pour faire du marketing. Donc je veux pas blâmer les autres de le faire, juste en fait en tant qu'individu, je pense que c'est pas à moi de consommer le contenu des gens. J'ai juste envie d'être acteur, et c'est vrai que quand je suis très ravi que quelqu'un fasse une formation gratuite sur YouTube et que le mec ne gagne pas d'argent parce qu'il fait 3000 vues, parce qu'il a pas il est pas là pour vendre son truc, mais juste pour apprendre. Mais du coup, bah, c'est du temps gratuit. Et c'est ça qui m'impressionne avec tout ce qui est open source, c'est que les gens ne gagnent pas ou peu d'argent avec, et ça marche quand même. Je respecte énormément ces gens-là qui préfèrent mettre en avant l'éducation plutôt que l'argent, quoi. Donc, tu penses que du coup, c'est une bonne chose? Je pense que quoi, une bonne chose, le fait que les gens veulent gagner de l'argent, ou enfin, Non, justement que les gens, tu vois, et c'est vrai il y a un courant quand même, tu vois, bah voilà, l'open source, ça remonte quand même, on va dire, mais mhm, même, je vois de plus en plus de créateurs qui ont un peu, je sais pas, tu vois, ces croyances, peut-être, ou même, voilà, on pourrait en débattre et dire que peut-être c'est vrai, mais que gagner de l'argent, c'est assez mal, le marketing, c'est assez mal, et que mhm, du coup, ils vont faire des plateformes participatives. Là, ouais, je pense à justement à un mec qui fait des vidéos muscu et tu vois, lui, il fait des programmes à prix libre et tout ce genre de ok, choses. Et du coup, tu penses que c'est quelque chose de bien ou tu vois, même les Patreons, ce genre de choses où justement mhm, les gens donnent à peu près ce qu'ils veulent pour avoir l'information? ouais. Alors je pense que c'est une bonne chose. Oui et non, en fait, c'est pour les personnes, c'est un peu un sacrifice, je trouve, pour les créateurs, c'est un sacrifice parce que ça veut dire qu'ils vont faire moins d'argent que quelqu'un qui fait vraiment du marketing pur et qui est là pour vendre. Mais du coup, pour l'audience, c'est plus, bah, ils vont apprendre plus de choses, ils vont en ressortir avec plus de valeur. Donc pour moi, c'est un sacrifice de la part du créateur, mais ça peut être un sacrifice qui peut être productif, sachant que du coup, il va plus avoir d'interaction avec sa communauté, il va avoir plus la communauté va se sentir plus proche de lui, peut-être va avoir envie de le soutenir. Mais je pense que sur le court terme et de manière générale, c'est quelque chose qui rapporte moins d'argent. Et je trouve ça cool. Mais du coup, enfin, moi, je trouve ça normal que les gens veuillent gagner de l'argent. Il y a aucun souci avec ça. Je trouve ça normal je blâme personne de vouloir gagner plus d'argent en faisant du coup du marketing, quoi. Hmm. Mais c'est un sacrifice pour moi. Mais je trouve ça génial que ça existe, hein. Moi, sacrifice, je dirais pas que je le comprends pas, mais je pense que c'est pas une des priorités pour moi en tant que personne qui veut devenir libre. Après, une fois que ça marche, peut-être que une fois que tu as réussi à te construire un revenu qui marche et qui te suffit, bah go faire du gratuit ou du pas très cher et de l'efficace, quoi. Mhm. Mais tu vois, le problème par rapport à ça, bah, c'est justement lié avec voilà, le marketing, mais Mhm. je pense qu'on est tous sensibles à cette chose, c'est que forcément, plus le prix de quelque chose est élevé, plus on va lui attribuer de la valeur. C'est clair, hein. Et Ouais. voilà, si demain je te dis tu peux acheter cette maison là à 1 euro, tu vas te dire qu'il y a un problème, et Mhm. qu'en vrai, si elle est à 1 euro, c'est que bah voilà, elle pue sûrement la merde, elle va s'effondrer, ou qu'elle est pas solide, il y a des problèmes cachés. Et du Mhm. coup, tu vas te diriger vers le plus cher dans tes moyens. Et justement, tu vois, il y a des expériences qui ont été faites comme ça sur les vins, par exemple, où on faisait justement Ouais. goûter différents types, enfin le même type de vin avec différents prix, et les gens, tu vois, étaient unanimes pour dire que le vin le plus cher était le meilleur. Bah oui, parce que le prix est une matérialité, enfin c'est la vitrine de la valeur que tu donnes au produit, mais il y a plein de produits qui rationnellement n'ont pas beaucoup de valeur. Je pense par exemple à un t-shirt Suprême.
c'est un t-shirt blanc avec un logo, mais ça se vend 160 balles. Tu vas chez H&M, un t-shirt plus ou moins équivalent, ça sera beaucoup moins cher. C'est ça qui est impressionnant. Mais oui, le prix en soi, ça veut pas toujours dire grand-chose et ça fait partie du mix marketing, quoi. C'est un indicateur, quoi. Ok, ok. Mais j'ai une chose à dire aussi par rapport à ton projet que tu prépares, par rapport à ton projet. Pourquoi justement ne pas, tu vois, faire un MVP, on va dire, et tester pour voir s'il a déjà justement du potentiel ou s'il y aura déjà de la demande dessus, plutôt que justement, bah voilà, vraiment le peaufiner et en faire déjà un produit de qualité sans le tester avant. Ouais, ça c'est une part de perfectionnisme, je pense, et une part de ça. Ouais, je pense que c'est du perfectionnisme, mais aussi peut-être de la procrastination un peu cachée, quoi. J'ai pas envie d'afficher un produit qui est moins beau que ce que j'imagine, mais c'est vrai qu'en fait c'est un step one et après bah itération et le produit s'améliore, quoi. Mais pour l'instant c'est vrai que je me suis pas autorisé à faire un truc moins bien et c'est du perfectionnisme. Pourtant tous les matins je me répète done is better than perfect, mais en fait je l'applique pas vraiment. Ou alors pourquoi pas juste faire tu vois, une page d'attente et voir juste s'il y a de l'intérêt pour le produit. Je suis d'accord. Tu vois, par exemple, faire un post sur le groupe et dire voilà, je prépare ça. Qui voudrait s'inscrire pour avoir, je sais pas moi, moins 50% sur les premières. Tu vois, tu pourrais voir déjà si c'est un peu de potentiel ou justement ce que tu pourrais changer, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi, surtout que en fait, oui, qui me dit qu'au bout d'un moment, même quand mon produit sera fini, qui me dit qu'il y aura une demande et que j'ai réussi à le vendre. Je sais pas, après, je me suis pas autorisé à afficher quelque chose par la peur du jugement, je pense, d'un produit parce que moi, j'ai mon idée du produit final qui est beau, qui est bien fini avec un beau packaging et tout. Mais c'est vrai qu'en fait, les premières versions n'ont pas besoin d'être si belles que ça. Mais du coup, pour moi, comme c'est un produit où il y a des specs qui marchent, enfin, il y a du raisonnement derrière et c'est pas de la magie, mais c'est pas non plus un produit miracle c'est pas un produit nécessaire, je dirais, c'est un produit plus qui donne je dois faire un marketing, je dois faire un speech pour pouvoir le vendre, quoi. C'est pas c'est un produit plus aspirationnel et plus lifestyle, lifestyle, je sais pas, mais qui ouais, j'ai compris ce que tu voulais dire, que voilà, la valeur elle était plus on va dire spirituelle, idéologique. Exactement, plutôt que dans la bougie elle-même. C'est surtout sur le message que ça renvoie et voilà, sur l'univers qu'il y a autour. Mais du coup, je pense que c'est quelque chose qui marche. Pour moi, je me suis mis dans la tête, peut-être que c'est faux, probablement que c'est faux, que je me suis mis dans la tête que du coup, faut que le produit soit beau, faut que ce soit fini. Et en fait, t'as raison, rien ne m'empêche de commencer maintenant avec un produit qui est moins bien, parce que de toute façon, je sais que je vais pas être rentable dès le début, parce que pour l'instant, je suis à perte. Et dans tous les cas, je serai à perte. Donc, rien n'empêche de me dire, bon, bah, je sacrifie la rentabilité et juste commencer à créer petit à petit une base de clients et peut-être, je dirais pas une communauté, mais oui, des clients qui commencent à avoir un peu d'interaction et puis qui parlent et c'est vrai, franchement, je m'as fait réaliser un truc. Bon, bah, tant mieux. Après, voilà, c'est une suggestion, mais c'est vrai que c'est un conseil qu'on entend souvent et que moi, j'essaie d'appliquer de plus en plus parce que, justement, avant, je faisais cette erreur de vouloir faire le produit parfait ou la vidéo parfaite avant de devoir la sortir. Et justement, des fois, c'est aussi parce qu'on n'a pas envie d'affronter le jugement et on repousse le point au maximum. Et en vrai, ça nous dessert parce que plus vite on affronte, plus vite on pourra justement peut-être le dépasser et arriver à faire quelque chose qui nous plaît vraiment, quoi. Ouais. Bah, pour le coup, ouais, ça me met un peu une claque, sachant qu'en plus, ce matin, tu sais, je me suis dit, bon, bah, là, tu sais, j'ai une réflexion, je me suis dit, en fait, faut que tu apprennes plus le regard des gens et que là, tu anéantisses ta peur du jugement parce que c'est ça qui me tire vers le bas. Mais, j'avais pas pensé à ça, vraiment. Ouais. Non, t'as raison. Je pense que, honnêtement, t'as raison et que c'est un truc que je dois faire de toute façon, je pourrais jamais être dans l'ombre. Enfin, à un moment, faut aussi, même si t'as peur du jugement des autres, on peut pas avoir l'un et l'autre, c'est forcément l'un ou l'autre. Mais du coup, c'est quoi tes aspirations? Pourquoi en vrai tu voulais vraiment entreprendre? C'est quoi qui t'a motivé vraiment derrière ça? Je saurais pas dire exactement. Enfin, je pense que si, quand j'ai baigné dans ce genre de contenu depuis que quand je me suis construit, en fait, donc début de l'adolescence. Donc pour moi, c'est toujours un truc qui était viscéral chez moi où j'ai besoin d'être libre. Tu vois, par exemple, j'ai commencé un taf il y a pas longtemps. Et dès que je suis rentré dans le taf, j'ai beau m'entendre bien avec les gens, que les gens soient contents de mon travail et tout,
j'ai besoin de me dire, faut que je sois libre. Même si je commence pas, enfin, le matin, je commence à 10 heures, je suis pas libre de mon temps et ça me frustre. C'est quelque chose qui est dans moi. J'ai besoin d'être libre. Et tu sais, on entend souvent dire les gens dire, ouais, faut pas être dans le salariat et tout, la rat race. Je suis pas d'accord. Je pense que ça peut convenir à des gens. Et j'ai quand même l'impression que moi, ça me convient pas. Après, il y a beaucoup d'avantages et je pense que si t'es indépendant, faut quand même que niveau financier derrière, ça assure parce que t'as quand même pas mal de downside, quoi. Mais c'est toujours été quelque chose qui était en moi de vouloir de vouloir entreprendre et de vouloir être acteur un peu de comment, moi, quand je vois des gens autour de moi qui me disent, je vais faire un master et tout, moi, je suis en bachelor. Je vais avoir mais je m'en fous des études, en fait. Les gens qui disent, oui, il faut avoir un master pour mieux se vendre sur le marché du travail, ça me saoule tellement. Pour mon taf où je suis actuellement, je suis passé dans le recrutement, je suis passé devant des masters parce que j'ai réussi à me vendre, parce que j'avais une démarche où j'étais actif, quoi. J'étais pas juste en mode voilà mon CV. J'étais vraiment actif et je pense que c'est toujours été ça qui m'a caractérisé, de vouloir être acteur de ma propre façon de faire, de mon propre chemin, quoi. Je sais que et même si imaginons, je sais pas, j'accepte le fait que je vais être en CDI, j'utiliserai ce CDI pour investir, je sais pas, dans l'immobilier, tout ça, mais j'ai toujours envie de créer des choses et j'aime pas j'aime pas beaucoup qu'on me dise fais des trucs et je préfère faire les choses à ma façon. Et ouais, c'est souvent le paradoxe aussi, c'est que tu vois, je pense que on est beaucoup à pas vouloir justement recevoir voilà, on va dire d'ordre, de deadline externe, surtout pour des projets qui font pas de sens pour nous, etc. Mais voilà, le revers de la médaille, c'est qu'aussi l'autodiscipline, elle est beaucoup plus dure que, tu vois, par exemple, la deadline d'un examen qui va forcément, au bout d'un moment, t'obliger de sortir de ta procrastination et à mieux performer. Ouais, non mais clairement, ouais. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend, je pense. On n'a pas directement. Mais du coup, je voulais juste aussi revenir sur le point. T'as dit que t'avais été active dans ta démarche par rapport à justement ton recrutement. Est-ce que tu peux rentrer dans les détails par rapport à ça? Ça peut être intéressant. Ouais, alors j'ai pas envie de... J'ai eu 2 stages. Un premier qui s'est très mal passé une fois dans l'entreprise, le deuxième qui s'est très bien passé. Et donc là, ils m'ont recruté en alternance pour mon année là. Et donc premier stage, c'était dans une grande boîte, la plus grande agence de publicité de France. En cherchant, tu trouveras. Je pourrais te le dire en off, mais c'est en fait, du coup, c'est une boîte dans laquelle c'est super dur de rentrer. Et donc moi, au lieu de dire ils ont des annonces de recrutement, je vais mettre mon CV, tout ça. Non, je vais contacter les gens sur LinkedIn. J'ai passé des journées et tout à être dans mon coin et envoyer des messages de recrutement que j'écrivais à la main. Je m'étais formé à la vente et au marketing et au copywriting, donc je savais un peu ce qui marchait, je savais comment montrer aux gens que j'étais motivé. J'ai eu plein de retours, et pour le coup, j'ai affronté le regard des autres parce que j'avais une deadline de devoir trouver un stage et je voulais un vrai bon stage dans une grande boîte, dans une belle boîte. Et donc je suis arrivé là-bas, ça s'est très mal passé. Je me suis rendu compte que les grandes boîtes, c'était absolument pas pour moi parce que justement, j'avais cette démarche entrepreneuriale et cette envie de liberté, et dans une grande boîte, c'est horrible. Et ensuite, pour mon deuxième stage, du coup, j'ai fait la même démarche en sachant ce que je voulais aussi. Et donc, je me bats toujours en fait, c'est ma bio LinkedIn, je me bats toujours pour ce que j'ai envie. Et donc, je voulais un stage dans une plus petite boîte, mais qui restait un peu élitiste. Et donc, j'ai dû trouver. Et là, je suis dans une plus petite boîte qui a su reconnaître que j'avais pas fait des grandes études, mais parce que je leur ai montré que j'étais motivé, que j'étais bon et tout, parce que je me suis vendu, que j'ai été proactif, j'ai pu ils m'ont fait confiance, quoi. D'accord, mais si tu pouvais rentrer plus dans les détails, tu vois, si par exemple quelqu'un nous regardait, justement, il a envie de trouver un stage, il sait pas comment s'y prendre, et tu vois, il entend ce que tu dis d'être proactif, mais tu sais très bien comment c'est, tu sais, on a toujours envie d'avoir vraiment des conseils actionnables où on se dit, ouais, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu pourrais donner vraiment comme conseil un peu plus précis? Alors, typiquement, j'avais appris un peu avec, quand je faisais mon agence, à faire de la prospection, et c'est exactement ça qu'il faut faire, c'est tu mens pas, tu vas sur LinkedIn, tu trouves la boîte dans laquelle tu veux aller, donc tu trouves une agence ou une boîte, tu vas voir les posts qui t'intéressent, tu t'abonnes aux gens, tu te connectes, tu leur envoies un message en mode, en fait, il faut s'intéresser à la personne, dire hello, faut montrer que tu t'es vraiment motivé, faut que on ressente ton énergie, tu dis salut, j'espère que tu vas bien et tout,
faut que tu sois marrant, ou faut que tu aies un truc qui les accroche. Faut que, en fonction du CV de la personne sur LinkedIn, tu trouves plein d'informations sur les gens. Tu vas voir, je sais pas, je te fais un cas classique, une personne qui a gagné un prix en pub. Ah, félicitations pour ton prix. Ah, j'ai vu la campagne que tu as sortie récemment. Ou bravo pour telle campagne. Ouais, voilà. Ou des fois, les gens, ils font des posts. Ah, ben, j'ai lu ton post, je suis d'accord avec toi. Ou j'aimerais qu'on discute de ça, machin. Mais t'arrives pas direct, tu te vends pas direct. Ou à la fin, tu te dis, d'ailleurs, si jamais je cherche un stage et tout. Et puis après, au fur et à mesure de la discussion, tu t'intéresses à la personne. Faut que tu montres que t'es passionné, faut que tu montres que t'es passionné, que t'as des rêves et tout. Et au bout d'un moment, tu te dis, bah, écoute, je suis intéressé par avoir un stage. C'est tant de mois, tant de temps. Voici mon CV, parce que en général, c'est quand même le CV. En fait, je pense que le CV, en soi, on s'en fout. C'est juste montrer que tu recherches un taf en te montrant ton CV, parce que tu fais un CV quand tu recherches un taf ou un stage. Tu dis, bon, bah, ça serait avec plaisir de bosser avec toi, machin. Bah, après, s'ils veulent bien, ils te font comment on dit, un job interview, un entretien. Ouais. Et puis, donc, faut que tu t'intéresses encore plus là à l'entreprise de la personne, à la personne encore. Enfin, vraiment que tu rentres dans les détails et que tu trouves des moments où tu peux caler des choses que tu as apprises. Et ensuite, bah, c'est à toi de te vendre, à être souriant, à montrer que t'es investi, t'as envie d'apprendre. Du coup, moi, j'avais 18 ans ou 19 pour trouver mon taf. T'as pas d'expérience, donc tu peux pas dire, ah, je suis bon là-dedans. Par contre, tu peux montrer que t'as envie d'apprendre, et il faut que tu donnes envie aux gens, qui deviennent un peu tes mentors. Tu leur dis, ah, j'ai trop envie que tu m'apprennes ça, ou ce serait trop chouette, que j'ai trop envie d'apprendre ça. Et les gens, ils vont voir cette démarche, ils vont voir cette énergie que tu renvoies, et puis ils vont te faire confiance. Et après, c'est à toi, une fois que t'es dans le taf, à trouver, à t'intéresser, à apprendre, à bosser. Puis en fait, il y a que ça qui marche, quoi. Même si de base t'as je dirais pas des talents, mais des affinités. Typiquement, mon premier stage s'est mal passé parce que j'avais mal choisi et que j'étais pas du tout fait pour ça. Et dans mon deuxième, j'avais très bien choisi. J'étais fait pour ça, même si c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je sais faire. Et puis là, la boîte me plaît bien plus, quoi. Ok, bon bah super intéressant. Je pense que du coup ça pourrait aider pas mal de gens. Si possible, ouais. Et Mais... tu disais aussi que voilà, les deep work, ça avait vraiment eu un fort impact sur toi, et ça avait vraiment voilà, révolutionné ta manière de travailler, du coup ta confiance en toi, enfin ton estime de toi, et que ça te poussait à mieux agir. C'est ça, ouais. Et comment comment t'as fait du coup pour passer pour réussir en vrai à voilà, tu vois, à mieux performer, à être plus concentré? Ouais. Alors typiquement, du coup, bah quand je connaissais pas trop ça et que je m'intéressais au dev perso, en fait, je m'étais mis dans la tête que je dirais pas un branleur, mais j'ai pas d'autre mot là qui me vient, mais un procrastinateur. Et en fait, à force de chercher comment battre la procrastination, même si tu l'es pas vraiment, tu commences à te dire, ok, je le suis. C'est un peu un message que t'envoies à toi-même en mode, bah, t'es un branleur, faut que tu fasses les choses. Mais du coup, je reconnaissais pas quand j'arrivais à travailler ou pas. D'autant plus que, tu sais, quand t'es étudiant et tout, t'arrives pas à te poser dans une classe, il y a du monde autour, ça rigole et tout. Et donc, bah, je me suis rendu compte en cherchant un peu, j'ai lu le livre, je sais pas si il est là, le livre Deep Work. En fait, c'est tout con, mais, bah, il suffit, entre guillemets, de te mettre dans un endroit, de t'isoler, de couper notifications et de t'interdire d'aller sur YouTube, Insta, TikTok, LinkedIn, tout ça, t'as pas le droit. C'est juste, en fait, au début de ton Deep Work, tu te dis, ok, à la fin, j'ai fait cet objectif. C'est pas un grand objectif, c'est pas genre j'ai écrit ce post ou j'ai écrit ce message. Et en fait, une fois que tu commences à écrire, bah je trouve que la motivation, elle vient là. Elle arrive une fois que tu as commencé. Et après, ça s'entretient. Et tant que t'as pas fini, en fait, tu te dis bah j'arrête pas, j'ai pas fini mon. C'est une micro tâche que tu dois faire. C'est pas un objectif, c'est une micro tâche. Et en fait, tu t'arrêtes pas tant que t'as pas fait cette micro tâche qui est atteignable, quoi. Ouais, je vois. Et juste, bah après oui, bah tu peux te faire des rituels où je sais pas, tu te dis bon bah à chaque fois que je commence un deep work, comme je sais plus quel tennisman, je crois que c'est Rafael Nadal, à chaque fois qu'il commence un set, tu sais, il bouge sa bouteille. Ça l'aide à se concentrer, ça l'aide à dire à envoyer un message à son cerveau en mode là on se concentre, là on focalise sur notre énergie. Bah, je sais pas, tu te dis je vais m'asseoir de telle manière, je vais ouvrir tel truc, je peux même écouter de la musique, tu te dis bah, je vais mettre telle playlist, je vais allumer une bougie ou je vais boire la même boisson que tu bois à chaque fois que tu tapes, et ça va t'aider à rentrer dans ta bulle. Mais le plus important, c'est de pas avoir de distraction et d'avoir un micro-objectif à remplir, et
te dire je le fais. D'accord. Et pour les distractions, est-ce que tu utilises des outils, des extensions, des applications comme tu as parlé par exemple l'extension que tu utilisais pour YouTube, ou est-ce que tu te reposes vraiment sur ta volonté? Alors c'est un peu compliqué, je pense. Au début, je me reposais trop sur les applis, c'est-à-dire que j'avais un bloqueur sur mon téléphone et tout, mais t'as toujours un petit moyen de contrer le bloqueur et finalement en fait ça sert à rien parce que il y a aussi quelque chose, c'est qu'il faut savoir pourquoi tu le fais. Faut pas trouver faut réussir à trouver une tâche ou un objectif qui a du sens pour toi. Et une fois que t'as ça, en fait, bah, tu bloques les notifs parce que ça, c'est, même si t'as envie de te concentrer, les notifs, ça, ton cerveau, il se dit, OK, il y a un truc à faire, faut que je regarde. Alors que si t'as pas, bah, t'as pas la notif. Donc, je pense que c'est bien de soit dégager son téléphone, soit tu le mets en ne pas déranger, quoi. Et après, sur l'ordi, ouais, j'ai une application, enfin, une extension pour YouTube pour bloquer tout ce qui est recommandations et tout. Après, c'est vrai que Instagram, naturellement, j'ai un peu quitté. LinkedIn aussi, donc c'est surtout réussir à se concentrer sur une seule tâche qui est atteignable et qui est possible de finir à la fin du deep work. Parce que si tu te dis à chaque fois que tu commences, ok, parce que ton objectif c'est de faire un business, donc de gagner un client. Sauf que le client, tu l'auras pas à la fin de ton deep work, tu l'auras au bout de plusieurs semaines ou plusieurs jours. Donc tu te dis, au lieu d'à la fin du tu te dis, voilà, j'ai 2 heures, pas pour trouver un client, mais j'ai 2 heures pour écrire un message. Et après, la tâche d'étude, en fait, il faut que tu découpes ton objectif en plein de micro-tâches, écrire le message, l'envoyer, peaufiner tel truc. Et il faut que que tu puisses visualiser, matérialiser la fin de ta tâche. Ok. Je sais pas si après, oui, bah, tout ce qui est pour moi application, ça peut être intéressant tant que tu sais que tu as quelque chose à faire, tu sais comment tu dois le faire. Et après, il y a aussi un truc que j'ai remarqué, par exemple, pour écrire un mail par exemple, je sais pas, de prospection ou écrire une page de vente. Des fois, le plus compliqué, c'est d'être devant une page blanche et de savoir rien faire. Et il y a un truc qui marche de fou, c'est ChatGPT. Tu dis à ChatGPT, bon, je dois faire ça et tout. Ça te fait un truc, c'est nul en général, surtout quand tu sais surtout quand t'es meilleur que ChatGPT. Bah, tu vois que c'est nul. Sauf que tu prends ça en première itération, tu modifies. Et du coup, tu rentres, tu commences à te mettre tu commences à te concentrer. Ton cerveau, il produit de la dopamine et d'autres hormones parce que tu commences à taffer. Du coup, c'est de la motivation qui se crée. Et du coup, en fait, t'es dans ta tâche. T'as plus rien qui te distrait. Et tu vois que c'est nul parce que c'est du ChatGPT ou parce que c'est pas top. Et juste, tu réécris. Et en fait, t'as une base de départ qui te permet de te lancer plus facilement. En fait, plus c'est facile de te mettre dans le truc, plus ça va être facile de commencer à travailler et de finir ce que tu as à faire. Si pour commencer à travailler, tu dois je sais pas d'exemple, mais tu dois je sais pas n'importe quoi, mais tu dois franchir une vallée, bah c'est forcément tu vas pas réussir, alors que si c'est plus c'est facile, mieux ça va être de pouvoir se mettre dans finir ton objectif et de se concentrer, quoi. Ok, ouais, bah je suis totalement d'accord. En vrai, le premier pas, c'est vraiment le plus difficile en général, et c'est vrai que c'est pour ça que souvent aussi les écrivains, ils conseillent quand tu commences à écrire de pas se prendre la tête et vraiment, tu vois, écrire voilà, tout ce qui te passe par la tête, et puis ensuite tu commences à affiner, et tu vois, la direction elle va commencer, le chemin il va commencer à s'éclaircir tout seul et tu retrouveras plus de clarté une fois que tu auras fait le premier pas. Carrément, mais ouais, c'est sûr, ou même si on pense à ta caméra qui s'est coupée. Ah mince, putain. Ah, j'ai low batterie, c'est relou ça. Bon, du coup, j'ai 20%, je t'écoute. Je disais par exemple, si tu vois, tu vas aller à la salle de sport, en général, le plus compliqué, c'est de se lever, tu vois, ou allez, on va dire de s'habiller. Exactement. Une fois que t'es sorti, après, c'est facile, en fait. Une fois que t'as franchi la porte de chez toi, ça y est, t'as plus le choix, t'es engagé, tu dois continuer, tu dois finir. Ça, Et en général, tu vois, ça se passe bien, quoi. Et, ok, bah, du coup, je vois totalement ce que tu voulais dire. Mais est-ce que, du coup, tu penses pas aussi que t'as été un petit peu victime d'un biais? En tout cas, c'est mon opinion, tu me diras si t'es d'accord ou pas. C'est que souvent, quand on apprend des choses, tu vois, justement, la courbe de mémoire, tu vois, tu sais, c'est une courbe voilà, qui descend comme ça de manière qui fait qu'en fait, à chaque fois que t'oublies un truc, enfin, que t'apprends quelque chose, en vrai, t'oublies la difficulté, genre, par exemple, je sais pas, pour le montage. En vrai, je vais donner un exemple, oublie tout. Ouais, vas-y. Tu vois, au début, première vidéo, tu vas galérer à monter.
Et en fait, au bout de la 50e vidéo, t'auras oublié à quel point c'était galère de monter lors de la première vidéo. Ouais. Et tu vois, par exemple, là, tout ce que tu viens de me dire, etc., c'est des choses pour les habitués, pour les gens de cette niche. Ça peut paraître, on va dire, voilà, classique. Peut-être que eux aussi, s'ils ont lu tous ces bouquins, qu'ils ont écouté tous ces podcasts, qu'ils ont regardé toutes ces vidéos, c'est des concepts qui leur parlent, etc. Mais on oublie aussi parfois, tu vois, le nous d'avant, justement, qui était complètement étranger à tout ça. Et des fois, c'est difficile de se rendre compte, en fait, de toute la valeur qu'on a justement emmagasinée avec les années. Du coup, on se sent un petit peu, tu vois, imposteur, etc. Justement, tu vois, c'est aussi lié. Parce qu'on se rend pas compte, en fait, des compétences qu'on a développées, des connaissances qu'on a vraiment intégrées. Juste parce que, voilà, le temps passe et du coup, tu t'habitues à ce standard, quoi. Bah, je sais plus qui a théorisé ça, mais c'est comme, je sais pas si t'as le permis, mais quand t'apprends à conduire, en fait, au début, c'est super dur parce que tu dois regarder la route, ne tuer personne, mais aussi apprendre à passer les vitesses, regarder le compteur, les pédales et tout, c'est super dur. Et puis, à force, ça devient de plus en plus facile. Donc, tu passes de, je sais que, je sais pas faire à, je sais que je sais faire, donc tu dois être conscient, tu dois être concentré quand tu conduis, tu dois dire ok là je passe la troisième, là je passe machin, mais tu sais le faire, mais c'est toujours un effort où tu dois te dire je dois le faire, et à la fin en fait tu te rends compte que t'as oublié que tu savais pas faire, t'as plus besoin de réfléchir quand tu fais les choses, c'est un réflexe, et donc ça c'est ce que je suis en train j'aimerais vivre à travers le deep work, c'est que c'est encore nouveau pour moi, et je dois faire tous ces rituels et tout, je dois me mettre dedans, et d'autant plus que je me suis souvent répété que j'arrivais pas à travailler alors que si, et que j'ai quand même une bonne capacité de concentration. En fait, une fois que ce sera naturel pour moi de me mettre au taf, je me dirai plus, faut que je me mette au taf, juste je me mettrai au taf. Et ça, c'est quelque chose que, c'est un goal à atteindre parce que une fois que j'aurai ça, j'aurai tout, le champ des possibles, quoi. Mais souvent, en plus, tu t'en rends compte quand tu essayes d'expliquer quelque chose à quelqu'un, tu vois, par exemple, l'exemple de la conduite, il est parfait, mais je sais pas si, par exemple, tes parents ont déjà essayé de t'apprendre à conduire et ils pètent un câble sur toi parce que pour eux, c'est tellement évident et toi, t'es là, tu galères et tu vois, c'est ça, en fait. T'as tellement intégré les choses que pour toi, tu te rends pas compte qu'en vrai, t'as maîtrisé la conduite et c'est juste normal, alors qu'en vrai, pas du tout. Tu vois, il y a un moment où, pour toi, c'était super compliqué, c'était insurmontable. Ouais, exactement. Et aussi en vrai, je trouve que, c'est l'impression que j'ai, mais que, tu vois, justement, des fois, on est aussi un peu trop dur avec nous-mêmes parce que justement, en consommant ce type de contenu, tu vois, c'est comme tu l'as très bien dit, c'est le rêve qui vend. Du coup, voilà, les gens font du contenu inspirant avec les belles voitures, les belles meufs, les beaux apparts, ce que tu veux. Et en fait, souvent, on se rend pas compte que même les gens qui font partie d'une minorité justement qui ont réussi, ils ont mis énormément de temps en fait avant de réussir. Et pendant tout ce temps-là, pendant peut-être, tu vois, 5 ans, 10 ans, ce que tu veux, eux aussi pensaient exactement la même chose que toi, c'est-à-dire, en fait, moi, j'y arrive pas, tout le monde y arrive et moi, j'y arrive pas. Parce qu'en fait, on est biaisé, par le fait que les contenus qui sont le plus visibles, c'est les choses les plus extraordinaires. On se rend pas compte qu'en vrai, c'est un long chemin, c'est normal. Ton premier business, il va rater, ta première vidéo, elle va être nulle. Là, mes podcasts, ils sont encore nuls et ils vont être nuls sûrement encore jusqu'au 500e, tu vois. Et en fait, c'est comme ça, c'est inévitable. Il faut juste, en vrai, voilà, accepter qu'on va galérer et puis un jour, tu vois, ça cliquera comme ça a cliqué sur certains domaines de ta vie dont justement, tu te rends plus compte, quoi. Non, mais c'est impressionnant, là. Oui, c'est tout bête, mais tu regardes tes premières vidéos. Moi, je faisais des vidéos quand j'étais petit, quand je les vois, je me dis mais en fait c'est tout con. Ou quand j'apprenais à faire de la vidéo, je faisais du motion design. Je me dis mais putain, ce que je faisais il y a genre même 2 semaines, c'est moche. Et maintenant, ce que je fais, c'est stylé. Plein de trucs comme ça, ou même socialement ou dans la vie de tous les jours. Je me suis souvent répété que j'étais pas vraiment sociable et que j'étais introverti et que du coup, j'arrivais pas avec les gens. Et en fait, naturellement, en fait, au fur et à mesure que je parlais avec des gens, c'est devenu de plus en plus facile. Et je reste toujours introverti, mais c'est pas pour autant que je peux pas aller voir les autres. Et en fait, c'est devenu naturel. Et maintenant, typiquement, récemment, je parlais avec quelqu'un qui a du mal encore avec parler aux autres et aller voir des gens. Et ça, j'arrivais pas à savoir comment l'expliquer parce que ça paraît tellement évident. Et pourtant, j'ai eu beaucoup de galères, beaucoup de moments de galère où putain, j'avais peur, où j'étais pas sûr de moi, j'avais des doutes et c'était super dur. Mais maintenant que c'est passé, tu te dis ok, c'est possible. Et c'est aussi ça qui donne confiance, c'est de se rendre compte que t'as eu un objectif et que tu
t'as réussi, bah, c'est tellement, pour moi, c'est grâce à ce genre de réalisation que tu sais qu'après tu peux encore faire plus, et puis c'est un effet de boule de neige. Plus tu sais que tu peux faire plus, bah, plus tu fais plus, et ça grandit. C'est un cercle vertueux, quoi. Bah, exactement. Mm. Et du coup, bon, bah là, ça y est, ça fait à peu près 1 heure la durée du podcast. Ok. Donc, est-ce que tu aurais un message, on va dire, pour récapituler un petit peu tout ça, à transmettre, tu vois, à des gens qui se reconnaîtraient exactement dans ta situation? Qu'est-ce que, genre, maintenant que toi, on va dire, voilà, c'est quoi que tu t'aimerais transmettre à ton toi d'avant, justement, si tu pouvais te parler à ton toi d'avant? Qu'est-ce que tu te dirais aujourd'hui par rapport à, justement, tout ça, le dev perso, le business? Je pense qu'il faut apprendre à reconnaître ce qui nous rapproche de nos objectifs et être complètement honnête avec ça, et de se dire, ok, ça, ce contenu, cette vidéo, cette formation, elle est liée à ce que j'ai envie de faire et elle m'apprend réellement le truc, ou est-ce qu'elle me donne envie est-ce qu'elle me fait fantasmer, ou c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que typiquement il y a pas longtemps je voulais apprendre l'IA, mais vraiment dans le cœur du truc, apprendre les mathématiques derrière et tout, et je me suis dit, mais est-ce que c'est parce que j'ai vu des mecs sur internet qui disent que c'est un truc qui va rapporter de l'argent? Est-ce que c'est pour ça que j'ai envie de le faire, ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie? En fait, je me suis rendu compte que j'en avais pas envie et que j'en avais pas besoin. Et donc réaliser ce qui est vraiment quelque chose que tu veux faire et le dissocier d'un fantasme, de te dire ah c'est cool, et de faire vraiment la distinction entre les deux. Et ouais, après bah tout ce qui est réaliser déjà ce qu'on a fait pour se rendre compte qu'on est capable de faire, et accepter, bah ça je pense que c'est encore un truc sur lequel je dois travailler, mais accepter que tes premières itérations sur n'importe quel truc, ça sera nul. T'es pas c'est tout con, mais c'est l'exemple bateau du dev perso, mais t'es pas né en sachant marcher, t'es pas né en sachant parler. T'avais 3 ans, bah tu racontais que de la merde, tu faisais des fautes débiles et tout, puis bah maintenant tu parles mieux, et puis probablement que dans 20 ans je parlerai mieux que maintenant, je dirais moins j'aurai moins de tics de langage, c'est un phénomène qui est constant d'apprendre, et forcément tu conduis pas bien au début et puis tu conduis bien à la fin, et puis t'apprends, et en fait c'est accepter que pas parce que les autres font les trucs déjà bien que toi si tu les fais mal, bah, ça sera toujours comme ça, et juste tu peux progresser, tu peux faut aussi se rendre compte des progrès qu'on a fait pour pouvoir se sentir capable de faire d'autres progrès, quoi. Et après oui, niveau dev perso, je dirais concentrez-vous sur l'action. C'est hypocrite de dire ça parce qu'en fait c'est vrai, mais je l'ai pas fait. Concentrez-vous sur une fois que tu as un peu de connaissances sur un domaine, je sais pas si c'est un business, si c'est du sport, si c'est socialement, peu importe ce que tu veux apprendre, ce que tu veux faire, dès que tu as un peu de connaissances, faut que tu passes à l'action pour créer d'autres connaissances, et juste en fait appliquer les conseils que tu as appris, parce que tu peux pas toujours apprendre et de te dire ouais je vais faire une stratégie et tout. Vraiment faut rentrer dans le dur, et c'est le truc le plus compliqué, parce que tu dois affronter la peur des autres. Enfin, c'est tout con, mais c'est le typique des gens qui vont à la salle au début. Mais j'en vois, j'étais pareil. T'arrives et tu te dis, est-ce que les gens ils vont pas se moquer de moi parce que je sais pas faire les mouvements? Bah peut-être, mais même en fait en général non. Et puis surtout on s'en fout, parce que si tu les fais pas une fois, bah tu les feras pas 100 fois. Et pourtant c'est en les faisant 100 fois que tu seras bon à la fin, quoi. Donc accepter que les premières choses qu'on fait c'est pas top, c'est important, je trouve. Ok, bah super, hein. Donc voilà, retenez bien la leçon, passez à l'action, écoutez le podcast, mais faites pas que ça. C'est ça. Aussi, je pense qu'il y a un point, tu vois, qui aurait pu justement peut-être t'aider. Je sais pas si vraiment il y a une bonne traduction, tu sais, l'accountability. Voilà, si je traduis littéralement, tu sais, c'est la responsabilité, mais en gros d'avoir quelqu'un, tu vois, par exemple un partenaire, et justement, tu vois, dans ces moments-là où t'es pas rationnel, où tu te mens un petit peu à toi-même, tu vois, qui est autorisé de te dire non, mais en vrai, tu sais très bien que l'action que tu dois faire là aujourd'hui, c'est ça, et en fait, t'as juste pas envie de la faire, ou arrête de faire ça, fais ça, ou genre, je comprends pas, il y a une semaine, tu m'as dit ça, et maintenant, tu changes d'avis, genre, pourquoi? Est-ce que la raison, tu vois, elle est vraiment, genre, elle tient vraiment debout, ou voilà, c'est juste une excuse? Et c'est difficile en vrai, mais tu vois, je trouve que c'est vraiment une valeur ajoutée, et justement, bah. Carrément, ouais. Genre, tu sais, ça sert un petit peu à ça. De base, les coachings, etc., c'est que justement, t'as quelqu'un à qui rendre des comptes, et voilà, je pense que ça peut être une bonne piste aussi. C'est vrai qu'avoir un coach un coach ou un ami ou une copine ou un copain, je sais pas, en qui tu fais confiance et qui peut te dire, bon là,
tu te mens à toi-même. Parce qu'en fait, c'est facile. Même, des fois, tu sais, je l'ai fait, et je le ferai sûrement encore, c'est de se dire, ok, je me suis dit que je ferais ça, mais je le fais pas. Et soit tu te dis, bon, ok, je me mens à moi-même, mais j'ai la flemme, et donc tu le fais pas, ou alors tu te mens à toi-même en trouvant une excuse. Et c'est vrai qu'en fait, tu peux te mentir autant à toi-même, mais tu pourras pas mentir aux autres, quoi. Et c'est vrai qu'avoir un coach, un ami, une copine, un copain, une mère, même s'il faut affronter le jugement, c'est pour ça que je l'ai pas fait, c'est que très peu d'amis sachent ce que je fais, c'est mieux, savent ce que je fais, ma copine le sait, mais c'est toujours, il y a toujours un truc où je me dis, mais on va se foutre de ma gueule quand je vais lui dire que je vais vendre des bougies pour que les gens se concentrent, tu vois, et c'est un peu, c'est pas que j'ai honte, mais j'ai peur du jugement des autres, et puis, faut sans forcément le dire à tout le monde, le dire à tout Internet, mais avoir un ami en qui tu fais confiance ou un coach, du coup, parce que tu payes cette personne pour sa confiance et ses conseils, et qui te dit, là, tu te mens à toi-même, là, tu fais pas ce pourquoi tu t'es engagé, et tu fais ce que tu veux, t'es maître de tes actions, mais juste accepte que si tu le fais pas, tu tireras pas vers ton objectif. Et d'avoir, c'est vrai que le coaching, en fait, j'y ai jamais pensé, mais ça pourrait être tellement être intelligent c'est un investissement, mais si la personne fait bien son taf, en fait, juste quelqu'un qui te dit, ok, tu fais ça, parce que la personne a une expertise, et en plus, elle peut te dire quand tu te mens à toi-même ou pas, je pense que c'est une valeur ajoutée qui est énorme. Et je vais peut-être y réfléchir du coup au coaching. Ouais, non, franchement, mais moi j'avais changé d'avis par rapport à ça un petit peu. En vrai, c'est vraiment pas mal de valeur, tu vois, surtout si tu trouves un bon coach, parce que voilà, comme t'as dit, c'est vraiment facile de se mentir à soi-même, c'est beaucoup moins facile de le faire à quelqu'un d'autre. Et puis même, au moins t'as une direction. Mais tu vois, ce que je trouve, en fait, avec les proches aussi, des fois, c'est qu'il y a, tu vois, il y a pas trop de conséquences. Parce que en général, les proches, c'est des gens qui te voient dans tous les aspects de ta personnalité, et ça te dérange un petit peu moins justement de les montrer, voilà, ton côté paresseux, ton côté flemmard, etc. Alors que tu vois, quand c'est des gens extérieurs, justement, comme un coach ou je sais pas, si on reprend l'exemple de l'université ou du lycée, tu vois, cette petite pression sociale que tu vois, l'image que t'as de toi-même, que t'as pas envie de décevoir, tu vois, je trouve en général elle motive quand même un peu plus d'essayer d'être cohérent, quoi. Mais bon, après ça peut aussi marcher bien sûr avec des proches, hein. C'est vrai, et puis il faut pas non plus tomber dans je dis tout à tout le monde, et puis parce que le problème quand tu dis les choses aux gens, c'est que quelque part tu reçois un peu la récompense. Tu dis à des gens, je vais faire un marathon, les gens ils vont dire ah ouais, t'as quelqu'un d'engagé et tout, trop stylé, alors que tu l'as pas fait. Sauf que en fait, il faut trouver le juste milieu pour s'engager auprès des gens sans dire que tu l'as déjà fait, et donc pas trop recevoir cette gratification extérieure. Et peut-être qu'en fait, oui, il faut juste pas faire les choses pour trouver la gratification, qu'elle soit la gratification extérieure. Mais en fait, c'est pour ça qu'il faut avoir des projets qui ont du sens pour nous. C'est que même si quand on en parle aux gens, on a la gratification des autres, maintenant faut réussir à le faire pour avoir encore plus de gratification des autres et de soi-même, quoi. Je sais pas si c'est très clair, mais non, c'est clair, c'est ça, hein, faut trouver le bon équilibre. Enfin ouais, voilà, faut pas non plus le dire à toute la terre, ça sert à rien. Et comme t'as dit, voilà, justement il y a le phénomène qui se met en place, que t'as la gratification avant de faire l'action, mais en même temps voilà, si tu trouves quelqu'un à qui tu dois rendre des comptes et que tu le fais vraiment, ou que par exemple il y a vraiment une conséquence derrière, je trouve que c'est quand même pas mal et ça peut être un outil. Ouais, j'ai vu un truc là, alors forcément c'est avec de l'IA, mais c'était marrant, c'est en gros, c'est espèce de coach virtuel où tu mets de l'argent sur l'application, et si tu remplis pas tes objectifs ou un truc comme ça vire l'argent quelque part. Et alors j'y crois pas du tout, parce que bon, tu sais, tu peux mentir et tout, tu peux te mentir à toi-même comme tu mentirais à l'application, quoi. Donc c'est comme comment il s'appelle, un mec qui s'appelle Florent Tavernier, je crois, sur internet, et qui avait fait un truc où quand il réalisait pas quelque chose, soit il se prenait une décharge électrique, soit il y avait de l'argent qui était envoyé directement sur le compte en banque. Mais en fait, sans forcément avoir une notion d'argent, juste qu'il y ait quelqu'un extérieur qui te dit tu te mens à toi-même, c'est déjà important. Et c'est vrai que j'y ai pas beaucoup pensé par peur du regard des autres, mais en fait c'est un truc qui, une fois que c'est accepté, c'est ok, et c'est une motivation qui est, je pense, qui est énorme, quoi. Ok. Et du coup, voilà, pour conclure le podcast, est-ce que tu as quelque chose à mettre en avant, à promouvoir, je sais pas, un de tes comptes sur les réseaux sociaux, peut-être justement ton futur projet, dis-moi. Ouais. Du coup j'ai mon projet là qui est en cours et qui est pas sorti. Il y a pas grand chose il y a rien en ligne en fait, surtout. C'est donc ça s'appelle Focus Ritual. Focus et Ritual détaché.
Du coup, c'est une bougie qui permet de se rentrer dans une bulle pour se concentrer. C'est baqué par les neurosciences entre guillemets, ou enfin pas entre guillemets, juste scientifiquement. Quand tu associes une odeur au travail, une odeur, c'est bête, hein, mais la Madeleine de Proust, c'est ça. Quand tu manges une madeleine qui te fait penser à ton enfance, bah t'as l'impression d'être chez ta grand-mère qui t'a fait ta madeleine. Quand ta copine, tu sens son odeur, son parfum, bah quand tu vas sentir son odeur autre part, bah t'auras associé cette odeur à ta copine. Donc en fait, c'est la même chose avec Focus Ritual, c'est que c'est une bougie. Quand tu la sens, tu te dis ok, c'est le taf. C'est pas quelque chose qui sera là au premier coup. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une construction, ça s'ancre. Au bout de plusieurs fois, le mécanisme il sera rodé et les synapses, les connexions synaptiques vont se faire et au bout d'un moment, ça sera associé et tu pourras facilement, je dirais, accéder à un état de concentration. C'est pas magique, mais c'est un plus, c'est un beau produit, ça sera un beau produit et puis Okay, et voilà. okay. Après, peut-être qu'autour de ça, j'aimerais peut-être construire j'aurais peut-être plus d'expérience ou des conseils autour de la concentration. J'ai pas non plus envie de tomber dans les formations en développement personnel parce que socialement c'est dur à accepter et puis je sais pas si j'ai vraiment beaucoup de valeur à apporter là-dedans. Mais j'y songe. Si j'ai vraiment un truc et que je sens qu'il y a du potentiel, je le ferai. Mais pour l'instant, pour l'instant, voilà. D'accord. Bon, bah voilà. J'espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Valentin pour ton Merci temps. à toi merci à toi de m'avoir accueilli. C'était très et cool. voilà. Ciao, ciao. Salut.